Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, dans cette vidéo, on reçoit Simon Côté pour faire la review, le Faction Focus des Slaves to Darkness. On va aussi vous parler du tome célestial que les Slaves to Darkness ont reçu dans un White Dwarf récent cet automne. Alors, d'abord, salut Simon, comment ça va? Ça va super bien, toi. Simon, peut-être on pourrait commencer par te présenter brièvement aux auditeurs. C'est la première fois qu'on a la chance de te recevoir sur la chaîne. On te connaît depuis un certain temps. On s'est régulièrement vu dans des tournois. Fait que peut-être dire, là, ça fait combien de temps que tu joues à OS, quelles armées tu joues, etc. J'ai commencé iOS sur la fin de la première édition, ça doit faire 3 ans et demi. J'ai commencé avec Zinch à l'époque, qui était extrêmement bon. J'étais extrêmement mauvais, donc je perdais toutes mes games malgré le fait que je jouais une super bonne armée. Depuis, j'ai délaissé Zinch, je joue Slaves to Darkness depuis que le livre est sorti. Je suis tombé en amour avec le Carcadrac puis le Start Collecting quand il est sorti. Je l'ai joué depuis justement depuis que tout est arrivé. Et récemment, j'ai ajouté également à ma collection des lunettes, comme Vincent Pierre me le disait plus tôt, pour me faire des bons amis en ce moment. Super. Alors, on passerait, ouais, tu as deux armées assez compétitives. Disons que les Slaves to Darkness, c'est ton armée gentille. Ouais, mais les Slaves to Darkness, ce qui est beau, en fait, c'est qu'ils sont devenus compétitifs en V3, alors que sauf exception, il y avait un cas particulier avec les Knights of the Empty Thrones, mais c'était vraiment pas le cas, en fait, en V2. Et on va le voir, là, mais la V3 a donné un beau souffle à cette armée-là pour mon plus grand bonheur. Oui, donc un review plutôt positif qui s'en vient. Ben justement, peut-être on pourrait commencer là, par parler des sous-allégeances en Slave to Darkness. Qu'est-ce que tu penses des sous-allégeances en V3? Sans grosse surprise, il y en a une qui ressort du lot. On le voit dans toutes les statistiques. Ça vient avec la méta actuellement. Host of the Everchosen, le Rose d'Archaon. On va en reparler plus tard. C'est une sous-allégeance qui est incroyable pour ce qu'elle fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, grosso modo, si Archaon est vivant sur la table, ton armée est mise au Battle Shock. On commence avec pas de Battle Shock pour toute l'armée. Ensuite de ça, à chaque tour, tu sélectionnes une unité ennemie. Ton armée au complet relance les 1 to hit to wound contre cette unité-là. Donc, avec les relances qui sont de moins en moins fréquentes, sauf dans Slaves, on va le voir, ça fait que c'est encore une fois extrêmement bon. Archaon gagne une habilité de commandement pour pouvoir savoir qui va avoir le prochain tour. Donc, et là, je ne rentre pas dans la mécanique, mais grosso modo, tu lances un dé, puis ça va te permettre de savoir toi seul qui va jouer au prochain tour en premier. Donc, si tu colles le tour, tu le sais d'avance, tu joues en conséquence. Si tu ne le colles pas, tu le sais aussi. Ça change un début de game de A à Z. Puis ça augmente également bon, l'aura d'Archaon. On va en reparler des habilités de base de Slaves to Darkness. Puis le dernier point qui pour moi est extrêmement important, ça donne un cercle aux Varangard, ça booste les Varangard. Et dans ceux-là, je ne les passerai pas tous, s'il y en a un à choisir, sixième cercle. Sur une charge, les Varangard font plus un dégât sur toute leur attaque. On va en reparler quand on arrive. De dire que c'est du bonbon, c'est extrêmement fort. Je vous conterai des anecdotes. C'est ça. Donc, ça, c'est pour définitivement l'armée qu'on voit qui est compétitive qu'on met sur la table, Host of the Ever-Chosen. Il y a d'autres options, par contre, qui sont, à mon sens, intéressantes. Il y en a deux, moi, que je trouve qui ont du potentiel, mais ils sont tellement plus difficiles à jouer, contrairement au Host, qui est une valeur sûre, qu'on les voit moins souvent. Le premier de spoilers, les gens le connaissent un peu. Dans le fond, c'est toutes les princes démons de ton armée deviennent un peu plus forts. Donc, ils vont pouvoir, tous les monstres se guérissent, les princes démons sont capables de rendre des terrains pitch black, donc le terrain, tu ne vois plus à travers, donc tu bloques les lignes de vue, puis les ennemis vont recevoir des blessures mortelles s'ils sont proches de ces terrains-là. Extrêmement intéressant dans des listes où on va le voir, des Demon Prince de Korn, qui est une unité qui est extrêmement puissante, bel accord pour ceux qui aiment le jouer. Donc, c'est une sous-faction qui a du potentiel à voir comment elle va performer. En ce moment, les gens ne se concentrent pas sur elle. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là.
Euh, L'autre qui était mon coup de cœur en V2, puis qui a toujours sa place, mais un peu la même situation là, que The Spoilers, c'est les Ravagers. Dans le fond, le but des Ravagers, c'est une armée euh, de petits héros mortels qui, dans le fond, vont se battre pour le leadership de l'armée. Et donc, à chaque tour, tu peux appeler en renfort une unité de cultistes ou de maraudeurs sur les points de table. Et donc, tu as du summon dans une armée de Slaves to Darkness qui arrive de un peu partout. Ça change complètement la dynamique de jeu. C'est pas une liste qui est facile à jouer, mais c'est une liste qui est, somme toute, pas mauvaise non plus, même si c'est pas extrêmement compétitif. Ben, j'avais eu la chance de t'affronter au Clash, première partie du Clash l'an passé, puis c'est ce que tu jouais. Puis c'est tellement embêtant à affronter parce que, comme tu dis, à chaque tour, tu ramènes des unités, puis comme tu ramènes des maraudeurs qui ont une charge presque assurée, c'est fatigant, c'est difficile à contrer. Exact. Là où ils perdent aussi un peu de force, par contre, avec les tables plus petites, le fait qu'il y a moins d'objectifs, c'est moins nécessaire d'aller jouer ce genre de tactique-là pour gagner. Donc, je pense que ça leur a coûté aussi dans la compétitivité de ce côté-là. Puis la dernière, en fait, sous allégeance qu'on peut aller chercher, c'est les kabbalistes. S'il y en a une qu'on dit, on met sur les tablettes, à mon sens, c'est les kabbalistes. C'est une sous-allégeance qui va focusser sur la magie. Donc, on va sacrifier des troupes pour avoir des bonus au cast. Le problème, c'est qu'on a certains bons sorts, on va les voir, mais à mon sens, pas suffisamment pour justifier de le jouer. Et il y a des armées, il y a tellement d'armées qui jouent la magie mieux que nous, que dans un méta moindrement euh, où on va en affronter, ça vaut pas la peine. De plus 1, plus 2, plus 3, tu casses. Si tu es chanceux, tu as tué 3 de tes bonhommes, tu as plus 3. Tu as un Nagash de l'autre côté, tu as un Séraphon de l'autre côté, tu as un Kairos de l'autre côté, tu ne passeras pas plus tes sortilèges. Donc, dans le méta actuellement, on ne le voit pas, on ne les verra pas non plus. C'en est un, lui, qui va carrément sur les tablettes. Malheureusement. On le voit dans le méta actuel, hein, les armées qui ont besoin de leur magie pour bien performer, mais qui n'ont pas suffisamment de bonus au casting, ils n'arrivent pas à bien performer. Là, on pense au Gloomspite qui avait des très bons sorts, on pense aux Sylvanettes qui ont beaucoup de bons sorts, qui ont beaucoup de casters, mais pas de bonus. Ils ont énormément de difficultés parce que dès qu'on frappe une armée qui a un peu de contrôle magique, c'est fini. On perd toutes nos ressources magiques. Oui, exact. C'est une sous-liste kabbaliste qui joue beaucoup sur les Endless Spells, qui coûte plus cher, qu'on peut dispeller maintenant à chaque phase de héros. Donc, tu joues vraiment sur un lancer de dés, en fait. Ouais. Puis on le sait, le hasard, c'est pas notre ami en jeu compétitif. On veut fidéliser le plus possible tout le temps. En plein ça. Donc, du côté on parlait de la magie, du côté des sorts des Slave to Darkness, de quoi ça a l'air? 6 sorts, 2 qui, à mon sens, sont exceptionnellement bons. Les autres sont tous corrects. Donc, la majorité des sorts sont corrects, mais il y en a 2 qui sortent du lot qu'il faut qu'on mentionne. Le premier qu'on voit dans toutes les listes Slave to Darkness, c'est Mask of Darkness. Sur un set, tu téléportes une unité. Il y a dans les points faibles de l'armée Slave to Darkness, on n'a pas énormément de mouvement, on n'a pas de summon à distance, sauf une exception. D'avoir un sort de téléportation, ça force l'adversaire à jouer honnête, ça force l'adversaire à protéger ses objectifs en arrière quand ils savent que tu peux téléporter un 20-30 maraudeurs dans son dos qui vont réussir leur charge automatique. Il n'y a pas le choix de jouer en conséquence. Donc, c'est un sortilège qu'on voit tout le temps. La majorité des listes, si tu as 2 casters, tu vas le prendre 2 fois pour t'assurer que c'est le premier meurtre, tu as encore ton sort de téléportation. Deuxième sort, qui est un de mes préférés et qu'on voit moins souvent, ça s'appelle Whispers of Chaos. Le sort, grosso modo, c'est un petit anti-ordre. Tu roules un dé par figurine adverse. Chaque 6 fait une mortelle. Ce qui est correct. Par contre, si tu tues une figurine, l'unité n'a plus le droit de faire de mouvement jusqu'à ta prochaine phase de héros. Ça veut dire plus de move, plus de charge, plus de pile-in, plus de retreat, plus de redeploy non plus, qui est un mouvement. Donc, l'unité est fixe là dès que tu as tué un bonhomme. J'ai fait ça sur une unité de 10 brutes. J'ai réussi à en tuer un. L'unité de 10 brutes qui ne bouge pas pendant 2 tours. Le joueur Iron Jaws, il l'aimait moi.
Puis ça marche, on parlait de Daughters of Cain, dont le Faction Focus vient de sortir. Fais ça sur une unité de 30 Witch Elf. Ça fait mal, là. Puis tu n'as pas besoin d'en rouler plein des 6, tu as besoin de tuer un bonhomme. Très fort. Donc, sort qui, je trouve, est extrêmement fort. Évidemment, on joue Slave, donc je ne peux pas me fier à la magie, mais quand ça passe, c'est intéressant. Oui. Ouais, puis tu jouais dans la V2, je sais que tu l'as joué avec Bellacar en plus, donc tu gèles l'unité avec Bellacar pendant 2 tours, mais catacross au hasard, mettons. Puis après ça, tu fais ça sur un pack de Mortec. C'est un peu. Mettons que tu gères bien le jeu avec le spell s'il passe et l'habilité de Bellacar. C'est du beau contrôle. Oui, exact. Donc, ça amène une autre saveur à l'armée qui est vraiment différente et que les gens ne voient pas venir parce que c'est un sort qui n'a pas de redondance ailleurs vraiment. Alors que la téléportation, il y a beaucoup d'armées qui en ont, d'empêcher l'unité de bouger complètement, il n'y a pas grand-chose qui le fait. Les auditeurs devinent qu'il y a eu un affrontement dans un tournoi entre Simon et Vincent et que la catacrosse de Vincent a goûté à la médecine du Bellacar de Simon. Et à ce jour, je remercie les dés AOS Geeks qui m'ont été donnés juste avant cette partie-là. Ah oui, tu avais réussi tous tes jets de 3+, à toutes les phases, alors que Catacross, à toutes les phases, fait quelque chose d'intéressant. Tu m'as cassé toutes mes phases pendant 2 tours en plus, ça avait été horrible. Je veux revenir sur le sort de téléportation aussi. C'est très bon de pouvoir téléporter n'importe où sur la table, mais c'est encore meilleur quand on a un bonus à la charge parce que 9 pouces, c'est loin. Mais là, sur des maraudeurs, c'est terrible. C'est une réussite automatique. Fait que ça veut dire que tu peux charger n'importe où sur la table avec ce sort. Exact. Si le sort passe, tu charges, puis on y reviendra quand on va parler des maraudeurs, mais si le sort passe, tu charges n'importe où. Surtout que maintenant, les maraudeurs peuvent se donner eux-mêmes leur command ability. Donc, tu peux te donner la relance de la charge si tu roules le double 1, qui est le seul cas d'échec. Et les maraudeurs, on l'a vu en V2. C'est un peu moins vrai avec le save stacking en V3, mais ça reste une unité qui a le potentiel de faire extrêmement mal. Donc, c'est sûr et certain que de pouvoir les téléporter n'importe où, contre la majorité des armées, ça les force à garder en réserve. Et comme je dis, c'est un sort qui force à jouer à net. Même si tu ne le passes pas, ça joue dans la tête de ton adversaire. Donc, on a aussi des artefacts et des traits de commandement. Par contre, on n'en parlera pas parce qu'ils sont imposés, en fait, lorsqu'on choisit une sous-allégeance. Puis on va tout le temps choisir une sous-allégeance. Donc, il y a moins de choix à faire de ce côté-là. Donc, on va passer aux habiletés d'allégeance propres au Slave to Darkness parce qu'il y a des choses intéressantes là, pour la V3. Oui, exact. Des changements importants, en fait, au niveau de la V3. Donc, les habiletés d'allégeance Slave to Darkness, c'est assez simple. Tous les héros ont une bulle, en fait, autour d'eux. 12 pouces quand c'est des petits héros, 18 pouces quand c'est Archaon dans le Host of the Ever-Chosen ou selon la faction que tu vas jouer, en fait, ou l'allégeance que tu vas jouer. Mais, dans le fond, tout le monde va gagner, tous ceux qui ont une marque du chaos, vont gagner un ou 2 pouvoirs s'ils sont dans cette aura-là. Donc, de base, si tu es dans l'aura d'un héros en général, tu as le premier pouvoir, mais si tu es dans l'aura de ton général, tu as le deuxième pouvoir. Ce qu'on voyait avant, et là on fait la distinction, avant on voyait beaucoup l'aura de Nurgle en V2 parce qu'il y avait un bataillon qui permettait, en fait, qui rendait ça extrêmement intéressant à jouer. Maintenant qu'on les a plus, cette aura-là, ce qu'elle faisait, c'est que les 6 to wound faisaient une blessure de plus, elle le fait encore. Mais et on va voir qu'il y a vraiment plus intéressant que ça. Autre qu'on verra jamais, en fait, là, Undivided, dans la V3. Undivided, toutes les unités qui sont en dedans de l'aura des héros sont immunisées au Battle Shock. Avec Inspiring Presence, avec le fait qu'on peut se donner nous-mêmes nos command ability avec le Host of the Ever-Chosen, aucun intérêt à jouer ça. Là où il y a un intérêt, où il n'y en avait pas avant, par contre, c'est l'aura d'Inch. Alors, l'aura d'Inch n'a pas changé. En V2, comme en V3, c'est toutes les unités ont le droit de relancer les 1 de sauvegarde. Grosse différence, c'est qu'en V2, tout redonnait les 1 de sauvegarde, alors qu'en V3, il n'y a plus rien qui le donne. Alors, comme on va le voir, on a beaucoup d'unités. Il y a la possibilité en Slave to Darkness. Je pense que c'est l'armée qui a la plus grande possibilité de save stacker.
de rajouter à ça la relance des 1 de sauvegarde sur toute ton armée ou à peu près, c'est incroyable. Et si en plus, tu as la chance d'être dans l'aura de ton général ou que ton général est dans sa propre aura, ce qui est toujours le cas, il y a en plus un shrug de 5+ contre tous les sortilèges. Et c'est pas un ward, on va y revenir plus tard. Comme c'est pas un ward, ça stack. Donc, tu peux avoir 2, 3 shrugs contre les sortilèges, en plus d'avoir un ward contre les mortels. Ça devient extrêmement, extrêmement intéressant. Et l'autre qu'on peut voir, en fait, l'autre aura qu'on peut voir en Slave to Darkness, c'est l'aura de Khorne. Avant, on la voyait un peu moins. Ce qu'elle fait, c'est que ça donne la relance des 1 to 8. Par contre, maintenant que les relances, on le dit, sont de moins en moins fréquentes, d'avoir toute ton armée qui relance les 1 to 8, ça devient extrêmement intéressant. Puis c'est dans l'aura du général, tu as plus 1 to wound aussi, qui est un bonus qui est plus rare en plus. Donc, c'est les deux là vraiment qu'on va voir, mais en ce moment, si vous regardez toutes les listes, 95% plus que c'est Aura Tzeentch en Slave to Darkness, ça amène l'armée à un niveau de résistance qui est, je pense, inégalé en ce moment dans Age of Sigmar. Jumelé avec les unités qu'on a et les choix d'unités qu'on a, c'est incroyable. Ben, c'est parce que là, les relances de 1, que ce soit celui de Tzeentch avec les saves ou celui de Khorne avec les hits, c'est parce qu'on peut se donner All-Out Defense pour plus 1 de save ou on peut se donner All-Out Attack pour plus 1 to hit. Mais là, quand on tombe sur du 2+ de save ou du 2+ to hit puis qu'on relance les 1, c'est une fiabilisation incroyable. Ouais. Fait que les deux sont bonnes, mais comme tu dis, Tzeentch est préféré. Là, tout le monde met son R40 avec l'aura de Tzeentch. Comme ça, il est à peu près immortel. Là. Ouais, l'effet statistique de la relance des 1 quand on est sur une save à 3+ ou 2+, ou un jet de touche à 2+ ou 3+, c'est monstrueux. Là. On passe sur du 2+, on passe de une attaque sur 6 qui va nous blesser à une attaque sur 36 qui va nous blesser. L'effet statistique est exponentiel. C'est très, très, très bon. Là. Exact. Puis, tu sais, on va le voir quand on y arrive là, aux unités qu'on met sur la table. Mais Slaves est basé sur des synergies, énormément de bulles à contrôler, de zones à contrôler, mais quand tu arrives à les maîtriser, j'ai un Archaon qui a survécu à 2 Gatebreakers sur lui pendant 3 tours, puis il les a tués. J'ai un Archaon qui a survécu à 2 Léviadons, puis un Eidolon, puis il a fini par tuer la moitié, puis finalement le combat s'est déplacé. C'est ça. C'est monstrueux. Donc, on passerait maintenant aux unités qu'on met sur la table, donc les unités qui sont à jouer en V3, qui profitent de la V3, et j'imagine que Archaon fait partie de tes choix. Il n'y a pas le choix. C'est une obligation, en fait, de le mettre sur la table, puis de le mettre sur la table en premier. On le voit, il domine en ce moment. Tous les héros monstres, on n'arrête pas de le répéter, ça ressort dans toutes les armées qui en ont, que ce soit Nagash, que ce soit Morathi. Archaon, à mon sens, est un des plus choyés en ce moment. De un, parce que pour un joueur slave, je vais le dire, il est pas assez cher. À 830 points, il est pas assez cher. Et de deux, parce que dans Slave to Darkness, il y a tout pour lui. Donc, de base, Archaon, c'est quoi? C'est 20 wounds sur un 3+, qui relance les 1, qui, en Tzeentch, évidemment, avec l'aura Tzeentch, qui a un shrug de 5+ grâce à son aura, qui contre les sortilèges, qui naturellement, à un autre, ignore les sorts sur un 4+. Donc, si tu veux passer un sort contre Archaon, il faut que tu réussisses un 4+, après un 5+. Si jamais ça fait des mortels, ben, il y a un 4+ contre les mortels, puis s'il roule un 6, il retourne. Donc, en plus de ça, il est sur un 3+, relance les 1. Il se donne en All-Out Defense sur un 2+, relance les 1. Il se donne évidemment je ne le dirai pas, l'habilité héroïque Finest Hour, il y a un autre +1. J'ai 2 autres façons d'aller lui donner en plus du Mystic Shield. Donc, je peux être ultimement Archaon, une possibilité d'aller ignorer 4 de Rend et être encore sur du 2+, relance les 1 avec un 4+ contre les mortels. C'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, il frappe pas exceptionnellement fort. Il frappe très fort, mais il frappe pas exceptionnellement fort. Je vais le comparer, par exemple, à une Morathi. J'en verrai pas Archaon contre Morathi. J'arriverai pas à la tuer, elle va me tuer. Ou en tout cas, elle va me faire mal. Par contre, toutes les parties, il va faire ses points.
Ils ont modifié son aura avant. L'adversaire est obligé de relancer les 6 to hit. Maintenant, c'est une fois par partie, tu as -1 to hit. J'ai vu aucune différence sur la viabilité d'Archaon. Il est tout aussi fort qu'il l'était. À la limite, je dirais peut-être même plus parce que tu actives son habilité au bon moment, tout simplement. En fait, c'est intéressant parce que le tour où tu sais que tu vas te faire charger, tu peux mettre Finest Hour pour le protéger. Puis le -1 to hit, c'est comme un autre tour que tu pourrais te protéger si tu as déjà utilisé Finest Hour et que l'adversaire a encore des ressources pour tenter peut-être de te l'achever. C'est horrible. Ouais, c'est exceptionnel. Puis, tu sais, les 2 autres points aussi, bon, Slayer of King, tout le monde le connaît, tu vois, le 2-6, tu tues le héros. Quand ça arrive, c'est super le fun. Mais les 2 autres points, par contre, il te donne un point de commandement de plus à chaque tour. Dans la V3, exceptionnellement fort d'avoir toujours ce point de commandement-là automatique. Et son habilité All-Seeing Dominion, quand une de tes unités meurt au corps à corps, elle peut réattaquer. On revient aux maraudeurs depuis tout à l'heure, t'envoies tes maraudeurs se suicider sur l'adversaire, ils font extrêmement mal. Si l'autre a le malheur de riposter, ils lui refont extrêmement mal encore. Et tu peux lancer cette habilité de commandement-là pendant le tour de l'adversaire également. Vraiment, là, Archaon, c'est un monstre. Il se guérit automatique de 2-3 par tour. Bref, passons, je pourrais en parler longtemps. C'est Archaon. Je l'ai affronté, Archaon, au Red Harvest GT, là, en Tinge. C'était pas en Slave to Darkness, c'était vraiment dans une armée Tinge. Puis il est quasi invulnérable. Là, c'est terrible. Puis il se guérit de manière. C'est 2d3 par tour, je pense, là, avec la. Exact. C'est 2d3 par tour parce qu'il y a 10 de Bravery, il se donne +2 automatique. Donc il monte à 12, il ne rate jamais son Heroic Recovery. De base, il peut se guérir de D3. Et en Zinch, il est moins résistant qu'en Slave to Darkness Zinch. Ça te donne une idée. Voilà. Deuxième unité qu'on met sur la table, ça vient avec, il n'y a pas le choix, on en a parlé plus tôt, au moins une unité de Varangard. Alors, les Varangard, pour ceux qui n'ont jamais affronté ça, on dit Archaon fait mal, la Varangard dans Host of the Everchosen fait plus mal. C'est une unité de 3, c'est 18 attaques qui vont toucher sur du 2+, relance les 1 parce que je peux sélectionner mon unité qui va relancer les 1. 3+, relance les 1, -1 sur une charge qui fait 2 de dégâts. Donc, je vais réussir en moyenne 16 hits à -1 qui fait 2 de dégâts. Et après ça, j'en ai 9 autres avec les chevaux qui vont encore faire 2 de dégâts. Si l'adversaire a survécu, une fois par partie, je pile in puis je réattaque 2 fois. J'ai, en plus de ça, une sauvegarde sur du 3+, donc je peux le monter à 2+. Je relance toujours mes 1, il ne faut pas l'oublier. Donc, sur du 3+, relance les 1 que je peux buffer. Et inné, j'ignore les sorts sur un 5+. Si je suis dans l'aura d'Archaon, j'ignore 2 fois les sorts sur un 5+. C'est la Varangard. En un tour, il restait un wound dans un méga gargant, puis j'ai pas roulé extrêmement fort. Tu as fait 34 wounds sur un méga gargant en un tour. Et j'ai pas roulé extrêmement haut. Avec le double pile-in. Avec le double pile-in, par contre. C'est excellent. C'est ça. C'est combien de points? 280. À 280 points, ça vaut chaque point. Et il ne faut pas oublier, c'est une unité. Donc, s'il en reste juste un, puis que tu es chanceux sur ton rallye, tu peux en ramener 1 ou 2. 5 wounds chaque, donc il compte pour 2 sur les objectifs aussi. Donc, ta petite unité qui est quand même assez mobile commence à faire extrêmement mal. C'est, à mon sens, le plus gros punch en ce moment de Slave to Darkness. Un point qui est récurrent, en fait, on va le voir, l'une des faiblesses peut-être de l'armée, elle n'est pas énormément grande, mais elle est extrêmement fiable dans la quantité de jets de sauvegarde que tu vas faire. Pas beaucoup de rend, mais bonne saturation parce que ses attaques touchent. Exact. Quand ça, 2+, 3+, relance les 1 sur tout, pas grand-chose. C'est une super bonne unité. Moi, je trouve qu'elle a gagné en V3, en fait, là, notamment du fait qu'il compte pour 2 sur les objectifs chacun. Là, ils sont vraiment bons. Dans le Host of the Everchosen, si on les sort du Host of the Everchosen, ils perdent 1 de dommage sur la charge, donc on diminue de moitié leur létalité.
Je trouve que là, c'est plus discutable. Là, il y a d'autres bonnes options, mais en Host of the Ever Chosen, je suis d'accord avec toi, c'est une ou deux Vanguard minimalement que tu veux. Ça va être tes gros marteaux là, qui vont aller cogner. Exact. Puis, je suis exactement d'accord. En fait, si tu ne joues pas dans le host, tu diminues de moitié le dommage de la Vanguard. Elle commence à moins faire ses points par rapport à d'autres options. Mais dans le host, il n'y a pas autre chose. Il faut que tu en mettes une si tu veux être compétitif. À mon sens, c'est le plus gros marteau de l'armée. Clairement. Donc, on a Archeon, on a la Vanguard. Qu'est-ce qu'on met ensuite sur la table? Je n'ai jamais joué une game de Slaves to Darkness sans un Chaos Sorcerer Lord. Petite unité, 115 points. Je pense qu'il a gagné 5 points dans V3. Sorcier de base, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la vraie magie, contrairement à ben d'autres. Il y a un sort inné. C'est sur un 6. Je relance tous mes jets, to hit et to wound. Je choisis une unité Slaves to Darkness, ça relance tout et tout sur 6+. Donc, ça se prend bien. Si c'était juste ça, ce serait exceptionnel. En plus de ça, automatiquement, il y a une habilité qui s'appelle Oracular Vision. Je choisis une unité qui est en dedans de 12 pouces de lui, plus un sauvegarde automatique. Avant, en V2, c'était je relance les sauvegardes. En V3, ils l'ont faqué, maintenant c'est plus un save. Donc, une façon d'aller chercher mon save stacking de façon extrêmement fiable. J'en ai toujours joué un, j'en ai souvent joué deux. Tu ne te trompes pas, il en faut un, en fait, je pense, dans toutes les listes que tu as besoin d'opération. Si tu veux aller chercher le petit edge de plus. Autre unité, si on parle des unités de support qu'on va mettre, celle-là est un peu plus controversée. J'ai vu des listes qui n'en avaient pas. La Chaos War Shrine, à mon sens, c'est un must. C'est probablement la pièce de support qui mérite le plus ses points, à 180 points, à 12 points de vie. Elle donne une aura, un ward à 6 plus à 18 pouces. C'est dégressif, donc plus elle est endommagée, moins elle est forte là-dessus. Mais quand même, ça donne un ward à 6 plus. En combat, son profil maximum, c'est 4 attaques sur du 3 plus, moins 1, 2, 6 attaques sur du 4 plus, pas de RAM 2. Ça se débrouille quand même extrêmement bien au corps à corps. C'est 12 wounds sur du 4 plus. Relance les 1 toujours, je suis encore dans Zinch. Et si ça, c'était pas assez, c'est un prêtre. C'est un totem, donc pour mes commandes d'habilité quand je suis loin. J'ai un dispel de plus maintenant que j'avais pas avant grâce à ça. Et ces prières sont juste exceptionnelles. Celle du War Scroll, j'ai jamais même pensé lancer une prière qui n'était pas une de celles sur son War Scroll. Si tu la lances sur Archaon, tu vas choisir Nurgle. Sur un 3+, plus 1 de sauvegarde et relance to wound. Donc, tu as ton plus 1 de sauvegarde, save stacking de plus. Relance to wound avec la Slayer of King. J'ai roulé un 6, je relance tous mes autres succès, je vais aller chercher mon autre 6. Voilà. Sinon, de base, sur un 3+, je choisis une unité Slaves to Darkness, elle relance to hit, to wound. Aussi simple que ça, pas plus compliqué. Puis si jamais ces options-là ne m'intéressaient pas, comme je joue en Zinch, je peux choisir la prière de Zinch à la place, plus 1 de sauvegarde et un 4+ pour ignorer les spells, qui s'additionnent à toutes mes autres ignores de spells que j'ai déjà. Donc, une pièce de support qui vaut 180 points, qui vaut tous les points que tu mets dedans, je pense. Moi, je l'ai affronté au Red Harvest, puis mon adversaire a utilisé, dans le fond, le Curse, qui est la prière générique, pour que sur des 6-8, il me fasse des blessures mortelles, et contre mes Mortec, j'ai vraiment pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça très ingénieux de sa part, parce qu'il réussissait pas à passer d'attaque. Il était avec des maraudeurs qui me frappaient, mais là, sur le nombre d'attaques qu'il a fait, il a été généré beaucoup de 6, il a pu faire des mortels, puis ça, j'ai plus de save stacking contre les mortels, j'ai pas de relance des saves. Fait que, non seulement, comme tu dis, les prières qu'elle a en soi, la War Shrine, ils sont déjà excellentes. Dans presque tous les cas, c'est ce que tu vas lancer. Mais elle spell luxe, en plus, en étant prête, de pouvoir aller chercher une prière à l'extérieur, Curse notamment, qui peut être vraiment intéressante. Fait que non, c'est une super belle pièce de support. Puis qui est difficile à sortir pour l'adversaire. Tu sais, de gonner ça, de tirer ses 12 points de vie avec la save, c'est pas évident à sortir. Là. Ouais. Puis, c'est aussi, tu parles, la prière Curse, c'est celle que les gens vont prendre. Oui, quand tu en as besoin, mais écoute, tu peux le lancer. C'est un des prêtres que tu peux actuellement amener à 9 pouces de l'adversaire parce qu'il y a 12 points de vie sur un 4+, parce que tu n'as pas peur qu'il meure aussi facilement,
c'est pas un petit héros à 5 points de vie. Donc, vraiment, tu peux te permettre. Puis oui, si tu l'as, ben, tant mieux, hein, on en profite. Donc, c'en est un qui va être sur la table plus souvent que l'autre. Oui. Définitivement. Si on continue, ben, ce qu'on voit en fait, et là, on les voit peut-être un peu moins, si je reste peut-être dans les supports, dans les héros, là. Chaos Lord. Le Chaos Lord, on le voyait de temps en temps avant, mais pas si souvent. Il y a un command d'habilité qui est exceptionnel. Pour un CP, tu as pile-in puis tu réattaques. En fait, tu peux être resélectionné pour pile-in et attaquer. Pourquoi on le voyait moins avant? Ben parce qu'on avait moins de CP. Donc, c'était une armée qui avait vraiment pas beaucoup de CP, qui n'avait pas une manière d'en générer en V3 mais plus, on peut s'en permettre. Là où je trouve je l'ai joué beaucoup au début de la V3, là où je trouve qu'il perd un peu, c'est le fait que si tu es contre un monstre, il va roar, tu peux plus t'en servir. Si tu l'utilises, tu peux plus prendre alert attaque ou alert defense non plus parce que c'est lancé au début de la phase de combat. Donc, il y a un petit enjeu là, de ce niveau-là, mais autrement, une super belle pièce. Puis au corps à corps qui se débrouille très, très bien. Un petit défaut que j'ai trouvé pour l'avoir joué aussi quelques fois, des fois, il y a de la misère à suivre Archaon ou les Varengard parce que son habileté, elle a une portée, je pense que c'est 12 pouces, une portée qui est quand même limitée. Fait que des fois que tu te retrouves que ben, ce serait le fun d'un double pile-in de plus avec la Vanguard, mais tu n'as pas la portée parce qu'il a couru en arrière, mais il n'a pas couru assez vite. Exact. Là où moi, j'ai réussi à m'en sortir par rapport à ça, le sort de téléportation, je l'envoie où j'ai besoin, mais tu sais, encore une fois, tu peux pas te baser ta tactique sur le fait que tu vas réussir ton sort, donc c'est un nice to have, mais autrement, tu peux pas te fier nécessairement. Tu sais, il y en a d'autres qu'on pourrait mettre sur la table. Je vais y revenir plus tôt, mais il y a des musts en ce moment qui sont des incontournables. Et le prochain, je pense, c'en est un qui a fait le plus rager les adversaires. C'en est un qui est peut-être le moins agréable à affronter, le Demon Prince de Khorne. On le jouait avant, mais on le voyait moins souvent. Pourquoi? Même principe que le Chaos Lord, j'avais moins de points de commande. Maintenant que j'en ai d'extra, maintenant que je joue Archaon qui m'en donne un gratuit, que je peux sur un 4+, en générer un autre, le Demon Prince de Khorne a sa place dans presque toutes les listes. Ceux qui ne le connaissent pas, mais vous allez apprendre à le connaître. Un point de commandement dans la phase de héros, une aura divise par 2 tous les jets de charge et les jets de course, en fait. Si tu es en dedans de 18 pouces, tu peux t'approcher à 3 pouces de l'adversaire au maximum. Si il redéploie sur un 3, ça te prend 12 le charger. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport au Demon Prince de Khorne. Tu l'enverras pas au combat. Oui, tu vas prendre l'épée pour peut-être faire quelques mortels de temps en temps sur des hits, parce que on n'a pas de façon non plus de générer beaucoup de mortels. Mais si tu veux contrôler l'adversaire, si tu veux garantir que tes Varengard, dans le 6e cercle, ils vont réussir leur charge, mets dans Demon Prince de Khorne, tu la prends ta chère. C'est incroyable. Moi, je le joue en Khorne. Je le prends comme pièce des slaves que j'amène dans mon armée de Khorne. Écoute, il fait le travail dans toutes les parties. Les seules parties dans lesquelles il est peut-être un peu moins bon, c'est lorsque l'adversaire est un caradron puis il tire énormément. Puis là, mais dès que l'adversaire joue honnête puis qu'il veut se battre au corps à corps, le Demon Prince fait tellement un travail. Puis tu disais que c'est mieux parce qu'on a plus de points de commandement, mais tu l'as mentionné aussi, c'est mieux parce que là, on a redeploy. Pour l'adversaire, c'est horrible. C'est-à-dire que chaque push qu'on redeploy, c'est 2 pouces de plus pour lui de charge que ça lui prend. Fait qu'on peut des fois même sortir carrément de sa possibilité de charger. Là, on peut retirer nos unités de telle façon que ça te prendrait un 14 pouces pour les charger. Il est hallucinant. Il est tellement bon. C'est incroyable. Ça c'est votre point de vue. Moi, je hais cette pièce-là. Parce que moi, je suis celui qui l'a subi. Et j'ai un style de jeu très agressif. Hein. Je l'ai affronté avec mes Beast Raiders, notamment. Écoute, ça me casse complètement. C'est super bon. Là, Vincent vient de l'expliquer. Moi, j'ai besoin de charger. Si je me fais charger, j'ai un problème. Puis là, tu as cette bête-là qui a une bulle de 18 pouces. C'est énorme. Où là, je coupe mes charges de moitié. C'est terrible. C'est contre les armées qui sont très agressives, c'est super bon. Et désagréable pour l'agressif. Exact. Non, mais c'est une des pièces que je ne jouais pas avant et que maintenant, je pense que je ne me passerai plus. Puis, ma façon de le jouer, c'est très, très simple. Je le mets 2,9 pouces en avant de mes Varengard.
Comme ça, tu as moins de hit au tir parce qu'il y a juste 9 wounds. Il est sur un 3+. Tu es obligé d'être plus proche que lui de ma Varangard. Je redéploie, je me recule. Tu as une charge minimum à 10 pouces pour rentrer dans peu importe quelque chose que tu veux faire contre mon arme. C'est tout. Et après ça, ben, il y a quand même Archaon qui lui est en train de contourner, qui s'en vient de chercher. Puis encore, il se paye le luxe de frapper en premier aussi. Puis moi, des fois, c'est arrivé que ça fasse une petite différence. C'est comme, ben, j'ai réussi à enlever la petite unité. Fait que, non, il est bon, il est excellent, en fait. C'est le Demon Prince de Khorne. Est-ce qu'il y a d'autres Demon Prince? Oui. Est-ce qu'on va en parler? Non. C'est tout. Autre pièce que moi j'adore, qu'on ne voit pas dans le Host of the Ever-Chosen, mais qu'on va voir dans des listes de spoilers, c'est Be'lakor. Par contre, je fais un bémol, je trouve que le nouveau Be'lakor est moins bon que l'ancien Be'lakor. Il fait plus mal. Ça, indéniable, il fait plus mal, il est plus fiable. En V3, c'est un héros, c'est un monstre. Par contre, c'est un gros monstre. Comme c'est un gros monstre, il n'y a plus le cover, il n'y a plus le lookout sur, et il vaut plus cher en points. Alors qu'avant, j'avais son habilité pour moins cher et vraiment, il faisait le travail pour lequel il était là pour moins cher et il était plus protégé. Oublions le cover parce que bon, il était terrible, mais le moins tout est au tir, c'était super intéressant. Maintenant, j'ai perdu ça, puis en plus, il me coûte plus cher pour un effet qui est à peu près identique. Ceci étant dit, si je joue des spoilers, je vais quand même jouer Be'lakor. C'est emblématique et il reste extrêmement fort. Il était juste meilleur avant. Oui, parce qu'essentiellement, ce qu'on paie, c'est son habileté qui permet à une unité, en fait, de geler une unité pendant un tour ou deux. Puis on la payait moins cher avant, cette habileté-là. Fait que là, elle nous coûte plus cher. Sauf que ce qui a gagné, la figurine est magnifique. La nouvelle figurine, moi, je trouve que c'est incroyable. C'est tellement emblématique de ce qu'est un démon, je la trouve superbe. Rien à redire. Il est sorti, je l'ai acheté. Je n'avais pas prévu le jouer, je l'ai acheté pareil. C'est le nouveau Be'lakor, il est exceptionnellement beau et il est exceptionnellement bon, on ne se le cachera pas. Puis ceux qui jouent contre Legion of the First Prince vont savoir que Be'lakor il est moins bon que le Boom Thirster dans la Légion, mais quand même, il est là, c'est une pièce de contrôle importante, impressionnante, puis il est vraiment beau sur la table. Donc, il fallait que je le mentionne. Avant de tomber peut-être plus dans les unités qu'on va voir fréquemment sur la table. Oui, côté unité, j'imagine que les maraudeurs sont un incontournable. Oui, les maraudeurs sont un incontournable. Je te dirais moins qu'avant. Okay. Moins qu'avant, pourquoi? Parce que le moins un Drend s'est rendu le pas Drend d'avant. Avec le save stacking, avec le all-out defense, ils font exceptionnellement mal. C'est une unité qui a fait rager énormément de joueurs. Et c'est une unité qui reste incroyablement forte. Tu en mets dans n'importe quelle armée, puis les gens vont dire « Wow, c'est exceptionnel ». Mais elle est juste un petit peu moins qu'avant, ce qui est tout à fait correct et mérité. Mais les maraudeurs, c'est quoi? C'est des modèles sur du 25 mm, donc qui attaquent à 2 lignes. C'est 2 attaques par figurine. C'est 90 points pour 10, donc pour 270 points. Tu as 30 bonhommes qui ont 2 attaques chaque qui tapent sur 2 lignes, qui ont moins un drain tant qu'ils sont plus que 20 ou plus en fait. Donc, ça a un avantage d'en jouer peut-être un peu plus. Qui touche sur du 3+, 4+, mais comme j'ai plein d'habilités et plein de sorts pour leur donner soit la pleine relance ou la relance des 1, c'est une armée c'est une unité qui devient extrêmement fiable. Et quand ils chargent, ils ont +1 à la charge et leur plus petit dé devient un 6. Donc sur un double 1, ils chargent à 8 pouces. Sur un 1 et 2, ils chargent à 9 pouces. Je les téléporte, je les envoie n'importe où. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, en V3, je les enverrai pas contre une unité hyper tanky. C'est pas là qu'ils vont faire mal. J'ai fait le test, je les ai envoyés contre un Eidolon qui est sur un 3+, qui augmente sa sauvegarde. Ça fait pas le dommage que ça devrait faire. Alors que si tu l'envoies contre une unité qui a un 4+ de sauvegarde de base, contre encore idéalement un 5+, ils vont le nettoyer. Donc, tu l'enverras pas contre du gros tanky. Ou à moins que tu aies curse, comme Vincent Pierre disait plus tôt, puis si tu as réussi à passer ta malédiction, là, tu te donnes à cœur joie, 60 attaques, que tu relances tout,
va chercher tes 6, fais mal le plus que tu peux. Il n'y a rien d'autre à dire. Les maraudeurs, c'est Battle Line. C'est une unité qui est exceptionnellement forte. Euh, qu'on voit aussi sur la table beaucoup, et on va y revenir parce que je vais avoir des commentaires plus à la fin sur eux. Les Chaos Warriors, c'était en V2 l'unité la plus tanky qu'on avait. C'est plus le cas, mais ça reste une unité qui est extrêmement forte. 2 points de vie chaque sur du 4+ de sauvegarde. Tant qu'il y a 10 modèles, ils ont un +1 de base, donc ils sont sur du 3+. Relance les 1 toujours parce que je joue Zinch. Et avec leur bouclier, ils ignorent les mortels sur un 5+. Donc, c'est une unité qui est extrêmement résistante. 200 points pour 10, je ne peux pas dire que c'est trop cher à payer. C'est tout à fait respectable. T'en mets 10, t'en mets 20 sur un objectif. Les chances sont que l'objectif est à toi pendant longtemps. Surtout si tu joues dans le host ou tu es mis au Battle Shock, il y a peu de problèmes. Désavantage, c'est pas une unité qui est offensive. Donc, oui, ils ont 2 attaques chaque, mais ils attaquent juste sur un rang. Et c'est ça, du 3+, pas de rend 1. Donc, les chances que tu fasses du dégât, tu vas faire du chip damage à droite à gauche, ils sont pas là pour ça. C'est une unité qui est là pour garder le contrôle des objectifs. Purement simplement. Ça, c'est une unité qui a beaucoup perdu quand on a perdu le Plague Touch Warben, le bataillon de la V2, parce que là, dans le fond, il renvoyait des mortels quand il se faisait attaquer, puis que l'adversaire faisait les 6. J'ai encore un traumatisme, mais... Toujours la même partie. Toujours la même partie, ça m'a marqué, c'est vraiment une belle partie, mais que je trouve, comme tu l'as mentionné, le seul défaut des Chaos Warriors, c'est qu'ils ne cognent pas vraiment fort. Là. Pour une unité de 200 points, il manque de punch un petit peu. Là. Exact. C'est le point, mais la majorité des anciennes listes en jouaient et beaucoup vont continuer à en jouer, je pense. On y reviendra. Une unité qui a gagné, puis je pense qu'on va peut-être voir plus sur la table, c'est les Chaos Knights. Les Chaos Knights, on en voyait quand même un peu. C'est une cavalerie de base qui ont une bonne attaque, 3+, 3+, -1 si tu prends les armes ensorcelées. Par contre, il y avait des lances aussi. Et les lances, le problème qu'elles avaient, c'est qu'elles n'étaient pas fiables. Dans le sens où c'était sur du... Tu perdais une attaque, donc c'est 2 attaques chaque, sur du 4+, 3+. Et sur une charge, là, tu gagnes -2 de rend 2. Donc, c'est une de nos rares sources de -2 de rend. Par contre, en V3, j'ai plus de points de commandement. J'ai un Carcadrac qui peut leur donner +1 pour toucher dans la phase de héros. Donc, je peux jumeler ça avec un All-Out Defense ou avec d'autres habilités dans la phase de combat. Donc, je vais aller les fiabiliser. Je peux leur donner la relance. Ça fait en sorte qu'ils sont, je pense, un peu meilleurs qu'ils étaient et on a des chances d'en voir plus. Est-ce qu'on va en voir tant que ça? Bon, tant qu'on ne sort pas du méta du host, je ne pense pas qu'on en voit, mais quand tu joues des listes hautes, on parlait de Ravagers, on parlait des spoilers, là, je pense que tu as le potentiel d'en voir parce que veux pas, ça reste un beau marteau pour 170 points, 10 attaques, 11 attaques, -2 de rend, 2 de dégâts chaque. C'est quand même non négligeable, en fait. Qui ont quand même une sauvegarde sur du 4+, qui ont un ward de 6 contre les blessures mortelles. Donc, c'est une belle petite unité qui n'est pas évidemment aussi forte que d'autres, mais qui peut avoir sa place facilement. Le défaut, si la mec les lance, par exemple, comme tu dis, qu'ils ont 2 attaques, puis là, après ça, ils perdent le rend -2. Fait que si ta charge, si tu whiffes tes attaques sur la charge, là, après ça, t'es stallé, l'adversaire, tu ne le tasseras plus. Là. Exact. Donc, tu sais, c'est une unité qu'il faut vraiment que tu apprennes à bien maîtriser, à savoir qu'est-ce que je suis capable de passer en un tour pour pouvoir, après ça, rebénéficier du bonus le tour suivant. Ou que je sois capable de jouer avec un Chaos Lord, assez bien maîtriser mon armée, mais là, on comprend que le Chaos Lord, c'est un double pylon, c'est une aura 12 pouces. Donc, il faut vraiment que je maîtrise mes choses, mes déplacements, mes bulles, mes auras, pour m'assurer que je vais pouvoir leur donner le fameux double pylon qui est inné au Varangard pour donc aller chercher et garantir là, le kill sur une unité. C'est pas aussi facile, mais le potentiel est là. Je pense que ça fait le tour, moi, de ce que je joue, de ce que je vois là, vraiment, à moins que j'en oublie, je ne sais pas, Vincent Pierre, si tu as autre chose
Ben là, on s'en garde pour ce qu'on va Ouais, peindre. Là, on a eu des belles ouais. surprises dernièrement, mais moi aussi, c'est ce que j'ai vu sur les tables, c'est ce que je possède moi-même puis que je joue moi-même quand je joue en Slave to Darkness. Euh, ouais. Ça fait quand même un beau nombre d'unités très fortes à mettre sur la table. Déjà, on a de quoi faire des très, très belles listes là, avec ce que tu as présenté qui vont être très compétitives. Oui, oui, sans problème. Puis, tu sais, on a de la variété, puis on a la possibilité d'avoir 3 listes Host of the Everchosen, par exemple, qui vont se jouer différemment selon est-ce que tu as pris 2 sorciers, est-ce que tu as pris un Chaos Lord, est-ce que tu as pris à la place un Demon Prince. Tu ne peux pas toutes les mettre ensemble, tu n'auras pas assez de temps. Mais tu as de la flexibilité selon ton style de jeu, ta maîtrise du jeu, je pense, pour aller chercher ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'on peut faire une armée beaucoup plus défensive avec le Demon Prince, avec les Chaos Warriors, puis on peut aller très, très agressif avec la téléportation, les maraudeurs, la Varangard. C'est vraiment Ouais. intéressant. Oui, non, les possibilités et les options sont là, c'est indéniable. Maintenant, qu'est-ce qu'on met sur les tablettes, c'est-à-dire quelles unités là, seront moins jouées en V3? Ben, V3 et V2, c'est la même chose, je pense. Et dans certains cas, c'est extrêmement triste. Beaucoup de modèles qu'on ne verra pas ou qu'on verra peu. Le Gaunt Summoner. Le Gaunt Summoner est une figurine qui est impressionnante. J'ai pas une armée de magie, je le jouerai pas. Il a beau me coûter moins cher, il a beau lancer 2 sorts, avoir un super bon sort. Je l'ai jamais vu jouer en Slave to Darkness. Je pense pas jamais le voir jouer. Chaos Lord sur Manticore et le Chaos Sorcerer Lord sur Manticore, c'est des figurines extrêmement intéressantes. Je les jouais en V2, le Chaos Sorcerer Lord en particulier, parce qu'il y avait un extrêmement bon anti-horde. Il y a moins de horde, il y a moins d'intérêt à l'avoir. Est-ce que ça veut dire que la figurine est moins bonne? Elle est quand même correcte, mais le méta a changé. Je pense pas qu'on en voit encore compétitif. Ça se peut que j'en joue dans une armée de spoilers parce que les monstres se guérissent, donc il y a des bonus à aller chercher là. C'est pas quelque chose que tu vas voir souvent. Le Chaos Lord sur Demonic Mount. Grosso modo, c'est un carcadrate, mais en vraiment moins bon, puis en pas vraiment moins cher. Je sais pas pourquoi il existe. Je sais pas pourquoi il vaut aussi cher. Il est 170 points. Il fait rien. Je l'ai jamais joué, je le jouerai jamais tant qu'il ne sera pas changé. Je sais pas pourquoi il est là. En fait, c'est parce que la figurine existe depuis longtemps, qui n'est pas très belle, puis qui préférait vendre celui sur Carcadrac. Fait que c'est pour ça qu'il y a une comparaison facile à faire ici. Dans une couple d'années, mais qui a vendu assez de Start Collecting avec le Carcadrac, peut-être que celui sur Demonic Monde va redevenir jouable. Écoute, on l'espère. Pendant le Carcadrac qui est beau, il est bon, puis dans ses listes, ça job. Voilà. Exalted Hero of Chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette figurine-là. Je pense que ça va être le même commentaire que pour le Chaos Lord dans le Demonic Hunt. Puis ça va être redondant dans ce que je vais dire. Bien honnêtement, c'est D6 attaque qui a moins un brand, un dégât. Je ne sais pas pourquoi je jouerais ça. Tu me le mettrais à 50 points, je ne jouerais pas. Voilà. On va chercher le triomphe plutôt que d'aller chercher ce héros. C'est sûr, c'est sûr. Je vais aller chercher un +1 to hit sur ma Varangard pour être sur du 2+2+, relance les 1 avant d'aller mettre lui dans ma liste. C'est garanti. Un que je trouve dommage, le premier de la liste que je trouve dommage, l'Ogroïde Myrmidon. On va le voir plus tard, il a été un peu buffé. Maintenant, il a le droit de prendre une aura du chaos. Il est 135 points, puis il ne les justifie pas. Il a un beau profil d'attaque. Son vrai désavantage, c'est qu'il n'apporte rien à l'armée. C'est une unité qui est standalone, qui frappe moins fort que les 10 maraudeurs que je pourrais mettre à sa place et qui n'a pas une habilité de commandement ou une habilité qui est suffisamment intéressante pour justifier son coût. C'est un modèle qui est magnifique. Probablement un des plus beaux de la gamme qu'on a actuellement dans Slaves, en tout cas. C'est définitivement dans mon top 3, top 4 des modèles de Slaves. Il est exceptionnellement beau. Autant j'ai voulu le jouer, autant j'arrive pas à me le justifier, même avec un Arcane Tome qu'avec un Flaming Weapon. Et je vois pas comment il va faire ses points. On le verra pas, on le jouera pas. Mais on va peut-être le peindre pour notre collection. Oui. Moi aussi, j'ai la figurine, je l'ai achetée parce que je la trouve magnifique. On a déjà fait un top 10 des héros qu'on trouvait les plus beaux. Il a fait la cote dans les top 10.
Mais comme tu dis, le problème, c'est que Slave, c'est une armée de beaucoup de synergie, puis lui, il apporte rien à l'armée. Fait qu'il faudrait que ce soit un beat stick vraiment plus efficace encore. Il faudrait qu'il cogne vraiment beaucoup plus fort pour justifier de le rentrer. Sinon, bon, on va préférer des héros, un Chaos Lord, un Chaos Sorcerer Lord qui donne des habiletés à nos Varengard, qui donne des bonus à Archaon et compagnie. Je fais le parallèle. Pour 20 points de moins, j'ai un deuxième Chaos Sorcerer Lord qui me donne un +1 de sauvegarde, relance to hit to wound à une unité. Ou quelque chose qui a 6 attaques, 3+3+, moins 1. C'est injustifiable dans une armée, je pense. Mais par contre, celui qui joue à Warcry, il est vraiment bon dans Warcry, je veux dans Warcry. OK. Voilà. Darkcoat, War Queen, Darkcoat Chieftain, tout ce qui s'appelle Darkcoat, sauf peut-être les nouveaux, on en reparlera à la fin. Aucun intérêt, malgré les buffs. Ça a de la sauvegarde sur du 5+, 5-6 points de vie chaque. Ça fait pas mal. La War Queen, je pense, ça donne +3 pour la course, +3 pour la charge à mes maraudeurs. Est-ce que mes maraudeurs ont besoin d'un autre +3 à la charge? J'ai jamais eu de coach, j'en ai eu besoin. Si je tombe dans le 12 pouces, je vais réussir ma charge. Je n'ai pas besoin de +3. Puis Darkcoat Chieftain, on n'en parle pas non plus. C'est des beaux modèles. C'est une belle gamme à côté, mais qu'on ne jouera jamais. On ne verra jamais. Même chose, en fait, là, le Warband de... Comment ça s'appelle? Le petit jeu... le Warband de Shadespire. De Shadespire. Exact. Les Godsworn Hunt, tu ne joueras jamais, tu ne verras pas. Ça n'existe pas. Par contre, ils ont sorti un autre petit pack pour Warcry, en fait, avec un nouveau petit magicien. Tu peux le jouer pour le sorcier comme tel, mais il est vraiment pas bon dans Age of Sigmar. Par contre, c'est un super beau proxy pour un Chaos Sorcerer Lord. Donc, oui, surtout que tu en veux 2. Oui, tu peux en avoir 2 différents. Donc, achetez-le, jouez-le pas avec ses habilités, jouez-le comme proxy malade. Tout à fait. Chaos Spawn, ça existe. On le voyait avant. J'ai vu des listes funky, il y en avait plein. Ça a sa place dans des armées peut-être Zinch où on va les jouer plus. Ça avait sa place avant quand il y avait des bataillons qu'on devait avoir le nombre minimum d'unités parce que ça coûte juste 50 points. Maintenant, ça a plus sa place, on ne le verra pas, on ne jouera plus. 2 unités qui me rendent triste d'avoir jamais réussi à les justifier, c'est les 2 chariots. On a 2 chariots en Slave to Darkness, pour ceux qui ne savent pas. J'ai un chariot avec des chevaux, puis j'ai un chariot avec un Guard Beast devant, qui ont chacun, ils font des Impacted, qui ont des beaux petits profils. Ils ont 12, 9 de mouvement, donc c'est une belle petite unité mobile, mais j'arrive pas à les justifier par rapport à d'autres options que j'ai. Leur coût en points pour un seul modèle fait en sorte qu'ils ne feront jamais assez mal, ils ne feront jamais suffisamment ce qu'on veut qu'ils fassent pour les justifier. C'est thématique, quelqu'un qui veut les jouer, jouer des chariots, mais ils ne feront pas leurs points, il ne faut pas les voir en compétition. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des maraudeurs à cheval. Je suis mitigé là-dessus. C'est une petite unité pas chère qui est très mobile. Ceci dit, ça meurt à rien, ça fait pas mal. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? En V2, je trouve que ça pouvait être justifié parce que j'avais plus d'objectifs et ils étaient plus loin. En V3, j'ai généralement besoin de contrôler 2 objectifs qui sont souvent rapprochés. Je n'ai pas tant besoin de projection, je ne me les justifie plus, en fait. Non, puis tu as déjà, on le dit souvent, ce qu'on va jouer, c'est House of the Ever-Chosen. Tu as déjà Archaon qui a de la mobilité, puis tu as une ou 2 Varengard qui ont de la mobilité. As-tu besoin d'une unité qui va courir à côté et qui n'aura aucun impact? Pas du tout. Exact. Donc, ça, c'en est encore qu'on met sur les tablettes. J'en passe 3 tout en même temps. Soul Grinder, Slaughter Brute, Mutalite, Vortex Beast. Des beaux monstres qu'on a. Le Vortex Beast et je trouve une belle figurine, une vieille figurine, mais une belle figurine. Jamais assez d'impact pour justifier leur point. Oui, c'est des monstres. Je ne vois pas comment tu peux les justifier dans une liste moindrement compétitive. Même pour le plaisir, ils n'ont pas assez de rend, ils ne sont pas fiables. Tout est aléatoire, ça touche sur du 4, ça a du moins un de rend. Passons à d'autres choses. J'ai mieux à faire avec les points. Ça en est aussi, coupe-leur un 50-60 points, peut-être que je vais me justifier un de ces modèles-là.
parce que c'est un monstre. Vraiment parce que c'est un monstre. Mais on voit que Slave to Darkness, c'est un livre de récupération. Ils ont récupéré plein d'unités qui existaient déjà dans le chaos, mais il y en a pour lesquels ils ont fait un travail un peu bâclé de leur faire un War Scroll puis de leur donner des points pour justifier qu'on puisse encore les jouer. Mais il faut vraiment que tu aies déjà ça dans ta collection puis tu aies vraiment, vraiment envie de les jouer pour le plaisir parce qu'un compétitif, comme tu dis, on ne voit pas ça dans les gros tournois. Non, tu peux pas le justifier. Peut-être même pour le plaisir, c'est parce que c'est une liste thématique. Ouais. Parce qu'autrement, tu les joueras pas. J'ai d'autres monstres à la place que je leur préférais. Ça nous amène dans à peu près ce qui reste de Warcry. Je vais les passer rapidement. Il y a la majorité des modèles qu'on va mettre sur les tablettes, puis il y a quelques découvertes qui s'en viennent. Furies, Raptor X, allez là, le War Scroll, laissez-le là. Je les nomme rapidement, là, Corvus Cabal, Cypher Lord, The Unmade, les Spire Tyrants, c'est toutes des unités qui existent, qu'on ne jouera pas. Ça meurt à rien, les points, ça ne vaut pas leurs points. J'ai quelqu'un qui m'a déjà dit, ah ouais, mais les Unmade, tu ne peux pas retraiter quand tu es au corps à corps contre les Unmade. Oui. Non, t'es ça a 6 plus de sauvegarde. C'est ça. Tu n'as pas besoin de retraiter. Tu prends ta plus petite unité qui fait aucun dégât, puis tu vas quand même les tuer. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Les deux, peut-être, autres qui me font de la peine à mettre sur les tablettes. Puis encore, il y en a un que je ne suis pas certain. Le Fomoroid Crusher, qui est l'espèce de nouveau monstre, en fait, qui lance des boulets. J'arrive pas à le jouer compétitif. C'est un beau modèle. C'est actuellement un des rares tirs que j'ai dans mon armée. Je pense que c'est une de mes 3 unités qui tire. Mais c'est pas assez mal pour ce que c'est, pour ce qu'il vaut. Donc, voilà, sur les tablettes. Et je pense, ma plus grosse peine sur les tablettes, le Mind Stealer Spirance. Le chat de Slave to Darkness, épiquement beau comme modèle. C'est un monstre, puis il vaut juste 95 points. Je vais essayer fort, fort, fort de le mettre dans une liste, mais tu ne vas pas faire ça. Par contre, là où je dis je vais essayer fort de le mettre dans une liste, je me dis il y a peut-être un certain potentiel. Il y a une aura à 12 pouces de lui qui donne moins 2 de bravery. Archaon a une aura à 12 pouces de lui qui donne moins 2 de bravery. C'est 2 monstres. Donc, j'ai 2 monstres, moins 4 de bravery à l'adversaire. J'ai peut-être quelque chose à faire si je joue là-dedans. Si je lance un sortilège de métamorphose, j'ai mon 3e monstre pour mon Ferocious Advance. Donc, quand il meurt, au moins, j'ai fait mon point, je l'ai justifié. Et il y a une habilité qui permet de sélectionner une unité, puis grosso modo, une chance sur 6 à peu près que l'unité a une chance sur 6 que ça fasse rien, puis 5 chances sur 6 que l'unité attaque en dernier. Donc, mais au corps à corps, il ne fait rien. S'il se rend au combat, il va mourir. Donc, c'est un petit support. J'essaie de me le justifier parce qu'il est vraiment beau. Je pense que son habileté qui fait frapper en dernier aussi, c'est en phase de héros, puis c'est une petite bulle. Hein, fait que c'est comme difficile. Du 12 pouces toujours, ouais, c'est ça. C'est dans la phase de héros, puis c'est du 12 pouces. Il faut qu'il soit déjà là. C'est ça, puis s'il est déjà là, il est déjà mort. Là. Exact. Ah oui, c'est 10 wounds sur 5 plus. Oui, c'est un monstre, mais ça reste ça. Mais il peut stun, faire des 3 dégâts. On a des unités comme ça qu'on trouve vraiment belles, dont on aime vraiment le lore, puis on cherche par tous les moyens de l'entrer dans notre liste. C'est sûr on porte un regard compétitif hein, dans des listes pour le plaisir. On peut bien rentrer ce qu'on veut, mais encore là, si on rentre trop d'unités peu compétitives dans une liste amicale, puis que nos amis jouent Idonette ou Luminette ou Séraphon, la partie sera pas le fun. Là. Elle va durer 2 tours, puis... Pourquoi tu nommes la moitié de mes amis en disant ça? On joue dans un méta très compétitif. Hein. Exact. Et puis, surtout, là, pour ceux qui viennent de Trois-Rivières, je joue à Trois-Rivières, de surprise. C'est très compétitif. Ouais. Dernier point qu'on met sur les tables, Endless Spells. Le Darkfire Demon Rift faisait beaucoup jouer en V2 dans des listes de Zinch. Je faisais extrêmement mal. Il est rendu à 100 points, il fait la moitié des dégâts, on l'oublie, on l'enlève. Ça ne justifie plus. J'ai essayé de faire pas autant comme autant avec le Headfold, Doom Sigil.
qui donne plus une attaque, mais tellement compliqué à garder en tête. S'il était là et qu'il me donnait plus une attaque tout le temps, je le jouerais probablement. Mais là, de la façon dont il est wordé, c'est juste trop compliqué pour ce que ça apporte, pour ce que ça coûte. On n'en jouera pas. Donc, ça fait le tour des unités qu'on met sur les tablettes. Ouais. On passe maintenant aux unités qu'on peint, donc les unités qui étaient plus ignorées et que maintenant, en V3, deviennent intéressantes. Puis ensuite, on va conclure avec la présentation du tome célestial. Yes. Je vais le faire dans un autre ordre. Je vais en nommer un, puis après ça, je vais parler du tome célestial parce que ça va justifier mes deux derniers. Parfait. Donc, un que je peins, que je veux essayer, je ne l'ai pas nommé encore, c'est les Chaos Chosen. C'est quoi les Chaos Chosen? C'est une unité de 5 modèles qui a 3 attaques chaque, 3+, 3+, -1, 1. Mais sur des 6 to hit font des blessures mortelles. L'armée n'a pas de source de blessures mortelles. C'est une unité qui me permet d'aller en chercher un volume qui est intéressant. Je peux leur donner des relances. J'ai des tests à faire avec, mais je pense qu'en V3, avec le plus je regarde relance les 1, donc je tombe sur du 3+, relance les 1. Facilement, je peux ignorer un peu de REN. Donc, l'unité est un peu plus tanky qu'elle l'était avant. Je pense qu'il y a la possibilité de venir pallier à une faiblesse de l'armée qui est l'output de blessures mortelles. J'ai des tests à faire, mais je pense qu'on va pouvoir en voir un peu plus. En tout cas, c'est mon espoir, surtout avec la V3 qu'on a actuellement. Donc, ça, c'en est un. Ils ont un beau ratio de dommages. Je l'avais fait le calcul, puis qui devient encore plus intéressant que le save stacking parce qu'il y a une partie de leur dommage vient des mortels. Le défaut sont encore en fin de casse, par exemple. Là, on espère une refonte des modèles prochainement. Exact. Donc, c'est sûr que c'est un de leurs défauts. L'autre sont 145 points pour 5, mais ratio dommage-points qui sont quand même intéressants. Et tu sais, quand je disais les maraudeurs, je trouve qu'ils ont perdu un peu. Je faisais moi aussi les calculs de mon côté, puis je me rends compte que point pour point, avec le save stacking, maintenant les Chaos Chosen font à peu près aussi mal que mes maraudeurs, en fait. Mais amènent une source différente de blessures et permettent justement de pallier à certaines faiblesses. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, j'ai à essayer là, dans la nouvelle version. Intéressant. Donc, ça nous amène à la présentation du tome spécial qui est paru dans le White Dwarf, je pense, du mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. Oui, septembre, octobre, dans ces eaux-là. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté des changements mineurs et certains incroyablement forts. Donc, les battle tactiques, qu'on passe tout, là, les battle tactiques, 2 petits choix qui sont intéressants, qu'on ne verra pas souvent, mais on rajoute 2 options, je ne les passe pas, ceux qui jouent Slaves, allez vérifier. De temps en temps, ça peut être intéressant. Il y en a une, par exemple, je choisis une unité qui est à 12 pouces d'un objectif. Un objectif, en fait, qui a une unité ennemie à 12 pouces, et à la fin du tour, il ne faut plus qu'il y ait d'unité ennemie à 12 pouces de cet objectif-là. Donc, si j'ai juste une unité en début de partie, l'adversaire est venu attaquer l'objectif, j'ai de quoi aller la détruire, cette unité-là. C'est une battle tactique de plus que je peux faire facilement. Bref, des petites options peut-être plus accessibles que dans d'autres updates du White Dwarf pour les battle tactiques. Les Core Battalions, vous ne les verrez jamais, on n'en parle même pas. Vous aurez remarqué aussi, je ne vais pas parler de Knight of the Empty Thrones. Hein. Il y a un Core Battalion qui est pour eux. C'est une armée qu'on ne voit plus ou à peu près plus en V3 pour plein de raisons. Je m'y attendrai pas tant. Mais entre autres, le fait qu'ils ont perdu énormément de leur damage output. La Death Star est moins forte qu'elle était. Puis comme ils n'ont pas le bonus, bref, on les voit plus. Là où on a gagné, par contre, on a gagné 2 éléments clés. Les Myrmidons et les Darkcoats ont gagné une marque du chaos. On l'a dit tout à l'heure, malgré ça, ils restent sur les tablettes. Par contre, tous mes cultistes avant n'avaient pas la marque du chaos et maintenant, ils gagnent tous la marque du chaos. Ce que ça vient faire en sorte que toutes mes unités de cultistes de Warcry ont maintenant la possibilité d'avoir la marque de Zinch, la marque de Korn, donc d'avoir la relance des 1 de sauvegarde, la relance des 1 to hit, et dans certains cas, c'est extrêmement intéressant. Et l'autre élément qui est majeur encore plus, mes cultistes, s'ils ont la marque du chaos, mon général, deviennent Battle.
Et ça amène dans les nouvelles unités qu'on va peindre. Je garde le meilleur pour la fin. Je commence avec Untamed Beast qu'on voyait un peu avant. Untamed Beast, c'est 70 points d'unité que tu vas envoyer se suicider, qui sont là pour mourir, mais qui ont un move pre-game. Donc, avant que la partie commence, ils bougent de 6 pouces. C'est maintenant un Battle Line qui bouge de 6 pouces avant le début de la partie pour faire des screens. Quand tu joues contre certaines armées dans certaines combinaisons, surtout quelqu'un qui ne joue pas pour X ou Y raison, Demon Prince de Korn, ça va te protéger contre l'Alpha Strike. Donc, c'est une belle unité. Si on ne les jouait pas, maintenant, ça peut valoir la peine de les mettre. Un Battle Line à 70 points qui peut faire un 6 pouces de mouvement avant le début de la partie, ça se prend bien dans beaucoup d'armées. Donc, ça, c'est super intéressant. L'autre, les Splinter Fangs. Splinter Fangs, pas de défense, on n'utilise pas pour ça. C'est 10 modèles qui ont une attaque chaque. Leurs 6 to hit font des mortels. Donc, une autre source de blessures mortelles. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une faiblesse de l'armée, j'en ai pas beaucoup. Maintenant qu'ils sont Battle Line à 70 points, que je peux avoir des coups qui font des blessures mortelles, est-ce qu'on va en voir plus? Moi, je pense que c'en est une qui peut valoir la peine. Puis il y a moyen de penser une liste autour d'eux. Tu sais, je me disais, moi, 30 Splinter Fang versus 20 maraudeurs dans le contexte de stage packing, je pense que les 30 Splinter Fang vont faire plus mal. Maintenant que je peux les marquer Korn, qui vont relancer les 1 naturellement. Ben là, moi, si je les marque Korn, parce que moi aussi, je les regarde depuis le début, parce que c'est une source de blessure mortelle, puis je me dis, si je les marque Korn, j'ajoute en allié peut-être un Blood Secretor qui va leur donner plus une attaque. On vient doubler leur nombre d'attaques. Des Ratmongers, si on veut. Fait que là, moi aussi, je faisais les calculs. Ça va mourir, mais ça peut générer beaucoup de blessures mortelles pour un faible coût, finalement. Exact. Donc, ça te ramène un peu de la horde. Parce que tu n'auras pas le choix. Si tu veux te construire une liste autour d'eux, tu vas en jouer 20, tu vas en jouer 30, tu vas en jouer 40. Tes 2 packs de 20, admettons, là, c'est envisageable, mais même pas, je peux les monter à 30 sur du Battle Line. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, puis quelqu'un qui décide de les jouer peut s'en sortir et je pense peut être compétitif avec. Et j'ai dit, je garde le meilleur pour la fin, les Iron Golems. Je pense sincèrement que je ne vais plus jouer de Chaos Warriors. Pourquoi? Parce que Iron Golems, c'est 75 points. J'ai 8 modèles qui, au total, ont 10 wounds, qui ont une sauvegarde de 4+, mais s'ils n'ont pas bougé ce tour-ci, du fait de mouvement normal, ils ont un +1 de sauvegarde tout le temps. Alors que mes Chaos Warriors, dès que je suis en bas de 10 modèles, je perds mon +1 de sauvegarde. Mais Iron Golems, si je n'ai pas bougé, j'ai mon +1. Puis quand est-ce que je vais avoir bougé? Ben, c'est juste pendant mon tour. Et pendant mon tour, il faut volontairement que j'aille bouger et que j'ai choisi de te charger pour être en combat. On s'entend, ça n'arrivera pas si c'est moi qui les joue. Donc, j'ai une unité qui est en permanence. Donc, Battle Line sur un 3+, relance les 1, qui, s'il est dans l'aura de mon général, ignore les sorts sur un 5+, à 75 points. Je vais demander à tous de me trouver mieux comme Battle Line. Je n'arrive pas à avoir. Pour 150 points, j'ai autant de wounds que mon pack de 10 Chaos Warriors qui m'en coûtait 200. Je vais résister plus longtemps. N'oublie pas que j'ai ma War Shrine qui me donne mon ward à 6. Donc, le ward de 5+ contre les mortels des Warriors, il n'est plus si fort que ça. Et là, je viens de me sauver 50 points. Je peux le splitter en 2 packs, donc je peux être à 2 endroits. Et j'ai le double de présence, parce que j'ai le double de modèles sur la table. Si vous n'aviez pas d'Iron Golem, allez vous acheter de l'Iron Golem. Si quelqu'un qui joue Slave, 75 points, tu ne peux pas, tu sais. C'est ça. C'est 3 fois 75 points, tu as tes 3 battle lines, puis c'est des battle lines qui vont être difficiles à tasser pour l'adversaire. Ça cogne pas, ça cogne très très mal. C'est une attaque chaque, 4+, quadrème. Mais ils sont pas là pour ça, ils sont là pour avoir des modèles sur un objectif, puis l'adversaire est obligé de commettre beaucoup de force pour les sortir parce que c'est sur du 3+, relance les 1. Puis tu as eu tes 3 battle lines pour 3 fois 75 points. Après ça, tu peux t'amuser avec des Baron Guard, tu peux t'amuser avec ce que tu veux. Ça rend la battle tactique de détruire une battle line, Broken Ranks, plus difficile à faire. Ah oui. Parce que là, il faut vraiment commettre des forces, comme le disait Vincent, là, pour réussir à l'éliminer.
Puis, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment là, se faire juste une grosse pote, là, pour 215 points, tu as 26, je ne sais plus compter, 24 Iron Golems. Tu as l'équivalent de 30 wounds sur du 3+, relance-les 1 pour 210 points. C'est Voilà. excellent. Et donc, s'il y a une belle découverte du White Dwarf, c'est ça. Puis j'écoute évidemment plein de vidéos YouTube de plein de personnes qui ont fait des reviews justement. Qu'est-ce que c'est l'impact de ce White Dwarf-là? Il y en a un qui disait que ça va changer le list building de toutes les listes Slaves to Darkness. Et je le crois, à partir du moment où tu viens dire à une armée, peu importe l'armée, tu as des bons battle lines à 75 points. Tu peux, pour 210 points, 215 points, aller chercher toutes tes battle 225, tu vas chercher toutes tes battle lines, puis après tu fais ce que tu veux. Tu viens d'ouvrir un monde de possibilités qu'on n'avait pas avant. Avant, j'avais mes maraudeurs, 90 points, j'en avais 10, ça a 5 plus de sauvegarde. Maintenant, j'ai 75 points, 10 wounds, 3 plus relancés. Donc, vraiment, ça force les gens à repenser. Autant les Chaos Warriors étaient intéressants avant, maintenant qu'on me rajoute ça, je ne me les justifie plus. Je trouve que les Iron Golems sont meilleurs pour le rapport de points. On peint aussi des Iron Golems, assurément. Oh, avant tout le reste. Bon, en guise de conclusion, comment est-ce que tu situes les Slaves to Darkness dans le méta actuel? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas beaucoup dans les top résultats des tournois, mais en même temps, ils me semblent très peu joués dans les tournois. Quel est ton point de vue un peu sur leur aspect compétitif? Je pense qu'ils sont extrêmement compétitifs. Je pense qu'on ne les verra pas si souvent 5-0. Par contre, c'est une armée qui est plus dans le 4-1. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines listes qui vont faire très mal. Donc, une liste, par exemple, qui a un gros output de blessures mortelles sur, non pas des sortilèges, parce qu'on l'a dit, je suis extrêmement résistant, mais sur des attaques, ça a le potentiel de faire mal. Des listes qui vont arriver à bien contrôler et Archaon et les Varangard. Ça a le potentiel également de faire extrêmement mal à la liste. Donc, est-ce que tu vas facilement monter dans un 5-0? Non, je pense pas. J'ai vu des classements récemment qui les mettaient dans le top, si on veut faire des tier lists, dans le top de ce qui est A, juste en dessous du S. Je pense que c'est une bonne place. Je les mettrais là, à peu près égal avec les Daughters, juste en dessous des 3, 4, 5 armées. Pas parce qu'ils sont pas capables de les battre, ils sont très capables de les battre. J'ai battu des gardiens, j'ai battu des lunettes avec. Sont très, très performants, mais est-ce que tu vas gagner systématiquement 5 matchs? Tu vas pogner des match-ups un peu plus difficiles. Je pense qu'ils sont extrêmement bons. Il y a malgré tout une bonne courbe d'apprentissage parce que c'est beaucoup d'aura à contrôler, beaucoup de distance à mesurer. Tu sais, oui, on a des unités qui sont extrêmement performantes, mais tous mes sorts, tous mes effets, c'est Holy Within 12 ou 18 pouces. Il faut que je sois capable de bouger mon armée, il faut que je sois capable de jouer mon armée à l'intérieur de ce range-là. Plus facile en V3, mais ça reste qu'il faut y penser. Il y a énormément de règles à se rappeler avec les Slaves to Darkness. C'était vrai avant, c'est encore vrai maintenant. Donc, ça aussi, ça y joue beaucoup. Donc, je pense qu'ils sont dans les très, très bonnes listes. Archaon, on l'a dit, il est à peu près pas tuable. Je pense que j'ai pas une personne qui a choisi et réussi Slay the Warlord. Peut-être une fois, une dernière partie contre des Iron Jaws où j'ai de loin sous-estimé le pouvoir des brutes sur un WoW avec le nouveau Battletome. Mais autrement, vraiment, c'est une armée qui a un très, très bon potentiel et qui, à chaque fois, ça me surprend à quel point elle n'est pas si jouée comparée à d'autres. Je me l'explique pas, en fait, parce que moi, je l'adore. Je trouve que c'est une armée qui est vraiment le fun à jouer. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup. Le ratio victoire-défaite en ce moment, là, depuis la V3, est quand même très, très bon.
Oui, ben, en tout cas, merci pour la vidéo. Là, tu me donnes le goût de les ressortir. Là. Je pense que Yann, il va y avoir des Varangard qui vont y rentrer dedans, ce sera pas long. La prochaine partie, peut-être, avec un R40. Ça fait longtemps, il est habitué à Naga, je veux faire changement, peut-être un peu. Fait que, ouais, je trouve que tu l'as bien rendu. Je trouve que l'armée, elle est belle. Esthétiquement, c'est vraiment ce qu'on s'imagine du chaos. Les nouveaux modèles sont magnifiques. Les nouveaux Chaos Warrior, les Chaos Knight, la Varangard, je trouve que c'est vraiment tellement des beaux modèles. Fait que moi aussi, je suis surpris qu'on les voit pas plus sur les tables. Là, je sais pas ce qui leur manque, mais ils sont vraiment forts. Puis pour t'avoir affronté en V2, t'avoir vu dans un tournoi en V3, quand on la maîtrise, il y a moyen d'être très, très performant avec cette armée-là. Je vais dire la Varangard, c'est un exemple typique. Je jouais contre Ian Miller à une partie dans le premier tournoi V3, évidemment. Là, on apprenait les règles de la V3 sur une charge de ma Varangard du 6e cercle. C'est les Vindicators, les nouveaux Stormcast sur du 3+ de sauvegarde. J'ai pas eu à faire de double pylon pour les tuer. Parce que j'ai réussi 17 de mes 18 attaques. Ça fait toujours bien 34 de dégâts selon les jets de sauvegarde qu'il va faire, puis il y a moins un drain là-dessus. C'est ça, la Varangard. C'est monstrueux. Ah, vraiment. Écoute, Simon, merci énormément pour ta venue sur la chaîne. C'était super intéressant. Les auditeurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour signifier à Simon que vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, bon wargaming. Bye bye.